Bonsoir, nous sommes jeudi et c'est l'heure de votre émission La vie en Vosges. Sur le plateau, deux invités autour d'initiatives vosgiennes. Alors nous allons nous emmener aujourd'hui dans le massif des Vosges pour découvrir ou redécouvrir le refuge du Sautré. Et puis dans la même mouvance, nous parlerons handicap et comment vivre avec l'association des personnes de petite taille. Entre les deux, l'archive de la semaine et en fin d'émission, le quiz sur les Vosges. Alors sur le plateau, nous accueillons Jean-Marie Hatton et Anthony Aubé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors, tous passionnés par le massif des Vosges et ses richesses naturelles, les membres de l'association Sautré souhaitent offrir à tous, valides ou non, enfants ou adultes, un accès permanent à la montagne vosgienne et ce dans un cadre de qualité. L'association Sautré, qui gère le refuge du Sautré, a pour but principal d'améliorer l'accessibilité aux activités de pleine nature et de montagne en faveur des personnes porteuses de handicap et des enfants en vacances ou en temps scolaire. Et donc, Jean-Marie Hatton, vous êtes le directeur de ce refuge. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce lieu ? Vous avez déjà tout dit, Amélie. J'ai tout dit. Comment c'est né alors? Comment est venue l'idée? Donc, c'était en 2002, quand c'est un ancien centre de vacances de la ville de Saint-Dié. Et Saint-Dié a décidé de s'en séparer en 2001. Et puis, on s'est intéressé avec d'autres collègues accompagnateurs en montagne. On s'est intéressé à l'acquisition de cet ancien centre. Et puis, on en a fait le refuge du Sautré. Donc, on l'a fait vivre pendant une dizaine d'années jusqu'à 2012, où on a eu la chance de pouvoir faire des gros travaux. Et ces travaux sont principalement axés sur l'accessibilité pour tout type de handicap. Donc le fonctionnement, c'est une auberge de montagne. On est ouvert tous les jours, toute l'année, sauf le lundi. Et on organise des séjours pour tout public, mais prioritairement en faveur de personnes handicapées. Donc derrière, déjà avant les travaux, mais avec les travaux, on a également travaillé au niveau de l'accessibilité sur les différentes labels et reconnaissances. Donc on a les agréments jeunesse et sport, éducation nationale, le label tourisme et handicap, le label espace loisirs handisport. On est affilié à la fédération handisport et à la fédération de randonnée pédestre également. On a eu le trophée national de l'accessibilité en 2015. Le trophée départemental du développement durable en 2015 également, à travers l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Donc ça, c'est une vraie marque de reconnaissance pour vous d'avoir eu tous ces trophées. Ah, c'est une fierté, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de sérieux, on est 13 à travailler au refuge en permanence. Et ça passe aussi par la formation du personnel, des gens. La formation, en tout cas la sensibilisation, mais le travail est toujours un petit peu différent quand on le fait en direction de personnes handicapées. Pour un cuisinier, il faut hacher, mixer, mouliner, il y a beaucoup de régimes particuliers, il y a plein de choses, mais c'est des choses qui se font très bien. Et le but de notre travail au refuge, c'est également de travailler sur la mixité des publics. Donc on reçoit la rencontre entre les personnes. Oui, oui. Donc on travaille beaucoup avec des institutions au niveau du handicap. On a le label tourisme et handicap également, dont je n'ai pas parlé, sur les 4 volets, moteur, mental, auditif, visuel. Et donc ce qui est très important, c'est justement de croiser les publics, valides et non valides. Et déjà sur l'hébergement, on a 60 places pour dormir, il y a 80 places pour manger, donc on a du monde toute l'année, au moment que c'est ouvert, il y a du monde. Ah, c'est ça qui est bien. Une équipe de Via Vosges était venue vous rendre visite quand vous aviez notamment fait l'acquisition de nouvelles trottinettes. C'était le 27 octobre 2017. Le reportage est signé Thierry Lasson, Léa Lian et Denis Lequienne. Au détour d'un sentier, vous pourriez bien croiser ces drôles d'engins. Les nouvelles trottinettes tout-terrain du refuge du Sautré à Longemer sont 2 sorties à la découverte de la montagne vosgienne. Et avec ces trottinettes, on descend et on s'amuse. Ah oui, c'était super. Et c'est quoi que tu préfères finalement dans ces balades à trottinette? Les sensations que tu as et puis le faire en famille aussi, ça fait du bien. Et puis on se retrouve tous ensemble. Et puis, voilà. Un investissement pour diversifier les activités de pleine nature du refuge. Les 8 trottinettes pour un coût de 1 400 € chacune peuvent aujourd'hui accueillir un groupe de 7 personnes, sans oublier l'accompagnateur. C'est à l'origine pour compléter l'encadrement des personnes handicapées que l'on emmène en fauteuil tout-terrain. Et puis c'est tellement plaisant qu'en famille c'est quelque chose de très sympa. Et on peut comme on l'a fait là, dévaler les pentes et puis prendre beaucoup de plaisir avec tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'âge. Bon, enfin, à peu près 8-10 ans quand même, parce qu'il faut avoir les dents plus hautes que le guidon. À 1200 mètres d'altitude,
Les trottinettes permettent de profiter du grand air et de la diversité des paysages. Montagnes, forêts, lacs et faune sauvage réservent en effet toujours des nouveautés. On est vraiment dans un produit qui est ludique, qui est facile, qui est accessible, avec un encadrement qui permet de faire une balade en sécurité. Le refuge s'est par la même occasion équipé de nouveaux systèmes électriques pour des joëlettes, de 12 VTT électriques également et de 3 quad X. Le but est de rendre accessibles les activités à tous et de s'adapter à la population handicapée. Pour dévaler les pentes à trottinette, il faut compter une demi-journée pour un coût de 33 € par personne. Selon vous, Jean-Marie, quels sont les bienfaits du sport pour les personnes en situation de handicap? Les bienfaits, c'est surtout une liaison sociale, le fait toujours de mixer valide, non valide. Et puis, la montagne est tellement belle, surtout les Vosges, qu'elle doit être offerte à tout le monde. Donc, ce qui est génial, c'est de prendre des grands bols d'air, des bons moments de fatigue aussi. Parce que quand on est en fauteuil ski sur les pistes pendant une demi-journée, il n'y a pas que le pilote qui fatigue, mais aussi dans le fauteuil, c'est assez éprouvant, ça bouge beaucoup. Il y a le froid aussi qui augmente un petit peu la fatigue. Et on encadre aussi sur des fauteuils ski en rando, donc on est en raquette, on passe sur toutes les crêtes, tous nos Oui, tout est secteurs. accessible finalement. Vous avez essayé de rendre la montagne vraiment accessible à tous. Le plus possible. En été, hors neige, on a des joëlettes, donc c'est un fauteuil tout-terrain avec une seule roue en dessous. Il y a une personne qui tire devant, une personne qui guide derrière. Et ça permet de passer sur tous les sentiers de rando. Après, on a des Simgo où les personnes ne sont pas autonomes. C'est un fauteuil comme un VTT à 4 roues. La personne est dedans, nous on est derrière pour piloter. Après, il y a des Quadrix. Donc là, la personne est autonome. Ce sera plus pour des personnes type paraplégique ou fatigable, mais qui peuvent quand même piloter. Donc il y a 4 roues également. Et ce modèle Quadrix, on l'a en électrique aussi, avec 3 heures d'autonomie à peu près. On peut faire 30 à 40 km en forêt. Et donc vous proposez différentes formules. Oui. Et autour des activités, il y a également plein de petites activités plus culturelles à l'intérieur, ou des contes, des soirées musicales, choses sympas. Et il n'y a pas que les activités, il y a tout le refuge qui est entièrement adapté au niveau de une personne en fauteuil peut, si on parle des personnes à mobilité réduite, au niveau du fauteuil, peut aller dans la salle de restauration jusqu'à sa chambre, jusqu'à la terrasse, dehors, faire tout le tour du bâtiment. Tout a été fait de façon à ce que ce soit le plus confortable possible. Parfois en allant plus loin que le cahier des charges des architectes et des différents labels, parce qu'il y a des petites adaptations des fois qui peuvent paraître Compliquées, anodines pour des personnes valides, parce qu'ils vont pas s'en rendre compte, alors qu'elles sont très très importantes pour certaines personnes porteuses de handicap. Anthony, vous avez envie de réagir sur justement l'accessibilité au lieu? Oui, l'accessibilité, pour moi, c'est pas forcément une offre d'aide, c'est quelque part aussi la souciance. C'est-à-dire qu'en fait, l'accessibilité, c'est se soucier des autres sans forcément leur apporter de l'aide. Une personne handicapée, ce n'est pas un objet de soin, c'est un sujet de droit, comme tout à chacun, en fait. Et le but de ce lieu, en fait, c'est de s'être soucié des personnes pour qu'elles puissent être accueillies en toutes circonstances, en fait. Alors, le 7 avril, vous serez aussi à la course, la Run Access. Oui, Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes de cette course? Les principes, nous on y vient pour emmener une personne à mobilité réduite, en joëlette, et courir. On en a quelques images de l'année dernière, je crois. Et pour courir et faire partager à la personne que l'on emmènera toute l'ambiance de la course en étant au cœur de la course, avoir le plaisir de partager des moments très sympas comme on peut le voir là. Et quand on le regarde depuis, ça n'a rien à voir. Pour une personne qui est en fauteuil, qui sera sur le trottoir à regarder les gens passer, c'est une chose. Voilà, on voit une joëlette. Mais être dedans, c'est génial. C'est autre chose. Et puis même pour ceux qui sont Véritable valides, ambiance. de participer à cette expérience, c'est aussi... C'est génial. Bah oui. À l'arrivée, quels sont les retours que les gens vous font? C'est quand la prochaine? La prochaine, c'est le 7 avril. Voilà, on peut dire ça. Donc tout le monde peut Tout le monde s'inscrire a à envie cette de course. revenir, oui, Donc, bien sûr. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Vous y avez participé, Anthony? Oui, j'ai participé l'année dernière pour ma première. C'est pareil, moi, je peux pas trop courir, mais par contre, marcher, c'était quand même très agréable de pouvoir marcher avec tout le monde, de pouvoir faire une course avec les autres, en fait, tout simplement. Parce que le but,
C'est pas qu'il y ait des personnes valides et invalides. Le but, c'est que tout le monde soit ensemble pour une même cause. Et ça, c'est vraiment le principal et à mon avis le but de cette course aussi. Jean-Marie, vous avez d'autres dates bientôt là? Quel est le calendrier à venir des animations au refuge du Sauterets? Oh là là. Il y en a beaucoup? Oui, bah, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et là, on termine. Les pistes de ski vont encore tenir 15 jours, je pense, à la Bresse. Donc, on fera encore pas mal de sorties en tandem ski. C'est des fauteuils où on pilote derrière. Là. Donc, on descend les pistes d'alpin. On monte avec les télésièges. Et après, on va avoir une petite pause. On sera entre la neige, pas neige. On ne sait pas trop si on ramène tout le matériel avec des roues et si on range celui qui a des skis. Mais au niveau activité, là, on sort tous les jours. Il y a une quinzaine d'accompagnateurs en montagne indépendants qui travaillent avec nous, qu'on fait intervenir la demi-journée, à la journée. Et là, on a déjà des demandes en VTT pour avril. On ne sait pas trop, parce est-ce qu'il y aura encore de la neige ou pas. Avril et novembre, c'est toujours les deux périodes en montagne qui sont un peu délicates. Mais bon, ça va dépendre de la météo qu'on va avoir là. Toutes les informations, de toute façon, sont sur le site. Oui, sur le site du refuge du Sauterets, voilà, qui s'affiche sur l'écran. Et puis, la Run Access, on peut s'inscrire aussi. Il y a une page Facebook, si on veut soutenir aussi cette course et puis ce partage. Et puis, on va regarder une image du passé. C'est l'heure de l'archive de la semaine. Donc on va rester dans la thématique du handicap et on vous emmène en 1990 avec des loisirs et animations adaptés aux personnes handicapées moteurs. Oui, vous l'avez reconnu, c'est le village du Petit Gaulois fétiche des Français. Juste une chose, celui-ci n'est pas en Bretagne mais à Épinal, où il accueille les intervilles réservées aux handicapés moteurs. Construits par ces derniers, c'est dans ce cadre qu'ils ont choisi de s'affronter, de mini-jeux olympiques en somme. Notre journée est conviviale, elle est destinée à rassembler donc tous les handicapés de Lorraine et du Grand Est dans une journée récréative qui va procurer certainement un grand plaisir à tous. Il y a une série de jeux culturels dont les questions sont issues des bandes dessinées d'Astérix. Et une série de jeux sportifs avec du tir à l'arc, avec une course de poney, avec des jeux d'adresse, avec des jeux d'eau dans la piscine qui est derrière nous. Il va y avoir des objets à faire en pâte à sel, il va y avoir des objets à mettre en peinture, je pense. Je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir. Et c'est bien connu, même si le barde n'est pas pendu avec sa lyre, il n'en reste pas moins que cette manifestation finit par un banquet. Donc Jean-Marie, vous aussi, vous organisez en parallèle des activités sportives, comme ça, des animations, des courses d'orientation? Des petites animations autour des activités principales, mais ça peut être sur le refuge, du tir à l'arc, du sillage de bûches chronométré. Il y a plein de petites choses pour animer en groupe les journées. Je pense à une chose, mais le week-end prochain, vendredi, samedi, à la station de ski de la Bressonnec, on organise également avec le comité départemental handisport les journées handi-neige. D'accord. C'est assez intéressant. Donc le week-end du 22, 23. Voilà, vendredi et samedi. C'est un moment où on accueille toute personne qui souhaite découvrir toutes les activités de glisse adaptées. On a plusieurs associations sur place et ça va être un truc comme chaque année qui est plutôt sympa. Bon, voilà, on note la date. Merci. Alors, Anthony, ça va être à vous de nous parler de l'association des personnes de petite taille, donc qui agit en faveur de la reconnaissance et de l'intégration des personnes de petite taille. Elle rassemble à l'échelle nationale des adhérents de tout âge, concernés directement ou indirectement par le nanisme. Au quotidien, elle favorise le partage d'expériences entre personnes touchées par la petite taille. Elle oriente ses adhérents sur les plans médical, scolaire, professionnel. Et au-delà de ses missions envers ses adhérents, l'association veille à sensibiliser les services publics et à l'opinion publique à la petite taille par le biais des médias. Prévenir et empêcher tout acte, action, activité ou organisation qui serait néfaste ou négatif pour l'intégrité des personnes de petite taille. Vivre avec la différence, c'est la thématique que vous vouliez aborder avec nous ce soir, Anthony. Oui. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de cette association qui est donc nationale et oui, alors elle est nationale, représentant départemental. Voilà, donc en fait on est divisé en délégations. Les bénévoles sont en délégation. Donc je représente la délégation Grand Est pour cette association.
Le but, c'est vraiment de sensibiliser autour de la petite taille, parce que la petite taille a une connotation négative, je dirais. Elle est porteuse de nombreux clichés et d'a priori. On est sans cesse obligé de prouver qu'on est capable d'eux, alors qu'en fait, à l'inverse, les personnes grandes, fortes, sont plus enclins à la réussite. Donc on est sans cesse obligé de se prouver, de prouver aux autres qu'on est capable d'eux, qu'on peut faire des études, qu'on peut aller à l'école, qu'on peut travailler. Je pense que c'est très grave. Enfin, c'est à nous, grâce à nos actions, de permettre à nos adhérents de s'émanciper, de permettre aux enfants de s'émanciper, de montrer aux parents d'enfants que leurs enfants finalement sont comme tout le monde, peuvent vivre avec tout le monde, et que la petite taille n'empêche pas d'avoir une vie sociale épanouie, de faire du sport, voilà. Parce que vous dites que les parents sont sans cesse, notamment au moment de la scolarité, obligés de se justifier. Oui, voilà, ouais. Alors c'est... Vous savez, les parents, à l'annonce du handicap de leurs enfants, c'est-à-dire à l'accouchement, en fait, tout simplement, ce n'est pas un enfant handicapé qui naît, les parents ont peur des obstacles que leurs enfants devront surmonter toute leur vie. Et c'est ça, en fait, bien souvent, qui effraie les parents, parce que quand on est parent, c'est normal de vouloir des enfants, entre guillemets, parfaits, je dirais, sans handicap, sans maladie. Et je crois que quand un handicap survient ou quand une maladie survient, je crois que tout ce monde-là, il s'écroule complètement. Et ça provoque un certain désarroi dans certaines familles. Et du coup, l'association, on aide à faire surmonter ce type de sentiment. Et donc les parents aussi, en dépit de tout ça, au fur et à mesure des années et de leur expérience, s'aperçoivent que pour faire rentrer leur enfant à l'école, certaines équipes pédagogiques leur demandent de justifier mais pourquoi il veut venir là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a la question dont on a parlé tout à l'heure, de l'accessibilité au lieu aussi déjà. Voilà, c'est l'accessibilité au lieu, mais aussi, je crois qu'il y a le handicap de la petite taille, c'est aussi un handicap social, avec les connotations négatives qu'on peut en avoir, les clichés qu'on peut en avoir. Et de nombreuses équipes pédagogiques ou médicales même proposent carrément aux parents de mettre leurs enfants dans des institutions. Donc, c'est-à-dire, en gros, de les séparer, surtout, on ne mélange pas tout le monde. Et du coup, à mon sens, c'est catastrophique, parce que mettre un enfant dans une institution, c'est lui priver de vie sociale, c'est le priver d'affronter le regard des autres. C'est rajouter encore une exclusion. C'est rajouter encore quelque chose de même pire. Enfin, pour moi, mettre un enfant dans une institution, c'est acter sa mise à mort intellectuelle, quoi. Enfin, c'est comme un animal qu'on mettrait dans un zoo. Je ne crois pas que l'animal, quand il ressort du zoo, il puisse être capable de s'en sortir. Qu'est-ce que vous pourriez dire du regard qu'on porte justement sur les personnes de petite taille parce que j'imagine qu'il y a des railleries, aussi des moqueries, dont on subit toujours les conséquences. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Alors ça existera toujours malgré nous, même avec l'association, même avec toute la bonne volonté du monde. Les moqueries existeront toujours. Maintenant, c'est à nous de faire avec. Il y a des jours où ça va passer. Il y a des jours où on se sentira moins en forme et on ne sera pas capable de se défendre. Et du coup, on laissera faire et puis on rentre chez soi. Il y a des jours où on se sentira un peu plus en forme et là, du coup, on affrontera le regard, on répondra. Oui, on n'a pas toujours envie d'être... On n'a pas toujours de l'humour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que vous dites aussi que les enfants, ils posent des questions naïvement et que ce sont souvent les adultes qui ont des réactions très bizarres. Ouais, voire même stupides. Et oui. Vous avez quelques exemples à nous donner? Les enfants qui me posent une question à propos de ma taille, souvent c'est une question complètement innocente. Ils ont leur mot à eux. Il n'y a pas de méchanceté. C'est simplement de la curiosité, ce qui est tout à fait normal en fait. Par contre, les adultes, voire même les ados, ça peut pousser carrément à la moquerie, aux railleries, voire même peut-être aux insultes dans certains cas.
Et ce qui est grave aussi, c'est avec l'invention de ce fabuleux téléphone portable qui prend des photos un petit peu partout. Ça nous arrive quotidiennement. Nous, on s'y habitue, donc on le sait qui c'est qui prend une photo ou pas. Et franchement, ça nous arrive assez souvent. Un peu plus quand on se balade en groupe, quand on fait des regroupements, des sensibilisations, des week-ends entre nous. Ça nous arrive un petit peu de se faire photographier. On se dit c'est carrément hallucinant, quoi, parce que ça sert à rien du tout de photographier les autres. On se dit mais à quoi bon, à quel usage, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est aberrant. Jean-Marie, votre volonté de rassembler les gens et de les faire rencontrer, c'est aussi pour lutter contre ces moqueries, ces discriminations? Complètement, oui. C'est intéressant sur une soirée d'avoir différents groupes, des familles, une institution avec des personnes handicapées ou une entreprise sur un séminaire où ça démocratise le regard des uns envers les autres, réciproquement. Et sur les sentiers en montagne, on est souvent observé aussi par rapport aux déficiences, surtout s'il y a un aspect visuel, sur des personnes polyhandicapées ou autres, mais souvent on s'arrête, nous, en tant qu'encadrants, on parle avec les gens et on explique ce qu'on fait. Et ça ouvre le regard des personnes. Oui, c'est important. Il y a une forme de peur du handicap, mais qui est souvent liée à la méconnaissance du handicap. Oui, c'est ça en fait. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et parfois, ils n'ont pas envie de chercher plus loin pour apprendre. Ils s'en vont, ou ils se moquent, ou ils font autre chose. Alors qu'en fait, une simple discussion mettrait les choses à plat. Et puis, tout à fait, il ne faut pas grand-chose. Des rencontres. Donc l'association intervient aussi en milieu scolaire et fait des interventions. Oui. Donc ça, c'est vraiment important de travailler en lien aussi avec les enseignants et les écoles. Et il y a une course, la course des héros, le 16 juin. La course des héros, le 16 juin. Alors, un petit mot. La course des héros, c'est une course où toutes les associations en lien avec le handicap ou une maladie présentent des coureurs, alignent des coureurs. Nous, par exemple, on est 14 coureurs pour notre association. Chaque coureur doit récolter des dons. Donc, bien évidemment, ces dons vont servir au fonctionnement de l'association. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que les associations sont toujours du bénévolat. Entièrement du bénévolat. On prend toujours de notre temps, de nos jours, pour faire fonctionner cette association et faire avancer les mentalités et favoriser en fait l'acceptation de la différence. Voilà. Donc ce sera le 16 juin, il y a toutes les informations, j'imagine, sur le site. Exactement, donc n'hésitez pas à donner. Et à... Si vous vous plaignez de payer trop d'impôts, on vous accueille, on vous accueille les bras ouverts. Donc n'hésitez pas. Merci messieurs. Eh bien, on va pas se quitter tout de suite. Merci on va beaucoup. finir avec le quiz. C'est l'heure du quiz. Très facile, vous allez voir. Comment appelle-t-on les habitants de Pompierre? Alors, est-ce les Pompétruciens et les Pompétruciennes? Est-ce les pompiers et les pompières? Ou est-ce les Pompierrois et les Pompierroises? Les habitants de Pompierre. Alors, Pompierrois et Pompierrois. Moi aussi, j'aurais dit ça aussi. Pompierrois et Pompierroises? Eh bien, donc, suspense. Pompierre est un petit village limitrophe de la Haute-Marne, à 10 km au sud de Neufchâteau. Pompierre s'étire selon le modèle traditionnel du village rue Lorrain. Il est traversé par le Mouzon, qu'enjambe le fameux pont éponyme. Et ses habitants sont les Pompétruciens et Pompétruciennes. Voilà, c'est pas grave, vous allez vous rattraper sur la deuxième question. Attention. Grand n'est pas un village ordinaire. L'étonnement est d'autant plus grand, justement, lorsqu'on découvre les vestiges antiques. Et donc, son amphithéâtre et sa mosaïque figurent parmi les plus impressionnants du monde romain, mais ce sanctuaire est dédié à qui? Apollon Granus, Jules César ou Nertomarus? Le sanctuaire de Grand. Apollon Granus, Jules César ou Nertomarus? C'est pas si facile que ça. Ouais, c'est pas facile. Alors vous diriez quoi, Anthony? Jules César, le plus connu, César, allez. Voilà. Ouais. Jules César. Eh bien non, c'est Granus, qui était vénéré par les Gaulois comme un dieu guérisseur. Il présidait au jaillissement des sources. Voilà, le dieu Granus a été associé par les Romains au dieu Apollon. C'est Granus qui donne son nom justement à Grand. Voilà, mais vous allez vous rattraper avec la question décalée. Si vous étiez un dessert, vous seriez lequel? Et pourquoi? Là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Anthony, si vous étiez un dessert? Un napolitain. Un fondant au chocolat.
Non, je vois qu'on a des gourmands sur le plateau. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je serai un assortiment de macarons. Bien, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sujet important. Oui. La vie en Vosges, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder l'émission en replay pendant 5 semaines sur le site de Via Vosges. Et à bientôt, à la semaine prochaine.